Bon, écoutez, on va commencer. Bonjour, et puis bienvenue pour ce dernier cours de l'année 2023, qui va être dédié sur les matériaux 3D, mais cette fois pour la technologie sodium-ion. On va voir une classe de matériaux qui jouent un rôle important et certainement seront des matériaux clés dans le futur. Alors on avait légèrement commencé la dernière fois par certains de ces matériaux, notamment les phosphates de vanadium sodiés. Et on avait étudié la phase Na3V2PO4 3 fois, comme indiqué ici, dont la structure était une structure nasicone, qui est, je dirais, constituée, comme indiqué ici, bien de ces lanternes, qui sont connectées à 6 autres lanternes dans la structure pour laisser des cavités à l'intérieur desquelles les ions sodium vont s'insérer. Et cette phase nasicone, on a vu la dernière fois qu'elle était très importante au niveau conductivité ionique. C'est-à-dire qu'on pourra avoir des matériaux avec des flux, je dirais, importants de diffusion du sodium et ainsi de suite. D'où, effectivement, on va pouvoir vous montrer que la synthèse de ces composés, qui a lieu, comme indiqué ici, dans laquelle on va utiliser un vanadate en ammonium, on va utiliser également, dans ce cas, eh bien, un phosphate de sodium, réagit avec de l'acide citrique, qui va jouer le rôle, dans ce cas, d'un chélatant et d'un producteur de carbone, pour faire des synthèses selon le procédé indiqué ici, et pour obtenir cette phase Na3V2PO4 3 fois, comme indiqué ici. Alors cette phase, eh bien, elle aura une structure particulière, et on essaie, comme il est de coutume maintenant, vous êtes habitué dans ces matériaux d'électrode, d'avoir des enrobages, et ici vous avez un double enrobage par du graphite et du carbone, afin d'augmenter les propriétés électrochimiques. Et l'avantage de ce matériau, comme on peut voir ici, eh bien, il peut conduire à des puissances relativement élevées, puisque vous avez ici des cyclages à des régimes de 50-60 C. On peut voir encore mieux sur ce transparent quel est l'avantage de ce cyclage avec ici les différents régimes. Et vous voyez ce qui est assez, je dirais, épatant, c'est qu'à 200 C, on arrive quand même à obtenir plus de 60% de la capacité initiale de ce matériau. Donc voilà ce qu'est cette phase sodium 3 V2PO4 3 fois. Alors là aussi, elle a un avantage, je dirais, considérable, c'est qu'elle a deux potentiels redox. Un potentiel redox qui va être aux alentours de 3,4 volts, qui est associé au couple V4+, V3+, et un autre potentiel redox, dont on avait vu, qui est tout simplement à 1,6 volts, qui va être associé au couple V3+, V2+. Et bien sûr, on va, à partir de ces deux couples, on va pouvoir construire des cellules symétriques. Et vous avez une cellule symétrique ici, qui est tout simplement basée au même matériau comme électrode positive et électrode négative, qui va vous délivrer un potentiel de 1,8 volts, avec, une fois de plus, de très bonnes tenues en capacité et des performances en puissance et en cyclage relativement importantes. Vous voyez ici un régime de 2C. Utilisant ce matériau, bien, on va pouvoir faire plusieurs configurations de batteries sodium-ion, voire de batteries symétriques. Je vous présente ici deux réalisations qui ont eu lieu en associant dans ce cas bien, la phase Na3V2PO4 3 fois que j'appellerai NDP avec ici du carbone. Et vous voyez dans ce cas, on a un potentiel de sortie de 3 volts avec des régimes de C et ainsi de suite. On peut faire la même chose avec du graphène où on ne perd pas grand-chose en termes de potentiel. Et enfin, on peut également créer des batteries symétriques, une fois de plus, dans laquelle cette fois, on ne va pas jouer sur le même matériau, mais on va jouer tout simplement dans le cas de la phase NDP et une phase au titane qui a un potentiel aux alentours de 1,6 volts, d'où on aura un potentiel de sortie de 1,2 volts. Vous voyez que ce matériau, définitivement, nous a enseigné, nous a informé beaucoup sur ce qu'on pouvait obtenir en termes de puissance de ces phosphates, mais la limitation, c'est que dans chacun des cas, la capacité est toujours inférieure aux alentours ou densité d'énergie de 100 Wh par kilo. D'où par conséquent, il faut trouver des matériaux avec de plus haute densité d'énergie, voire de plus haut potentiel. Alors une excursion pour faire cela eh bien, a été dans le domaine des sulfates, où on avait montré, dans le cas du lithium, beaucoup de composés de sulfates, des fluorosulfates, de lithium et ainsi de suite. Et là, c'est des recherches qui ont eu lieu sur des sulfates de fer, ou par une méthode de synthèse relativement simple, comme indiqué ici, à l'état, je dirais, solide, par broyage mécanique. On verra encore pas mal de broyage aujourd'hui pour la synthèse de ces matériaux. Et avec un chauffage sous argon, dans les conditions indiquées ici, eh bien, on peut obtenir ce matériau qui est la phase sodium 2, Fe2, SO4 deux fois. Eh bien, ce matériau a une structure monoclinique
qui est constitué de dimères, dans ce cas de Fe2O8, ou O10, pardon, et qui sont directement formant des chaînes allant le long de l'axe C, qui sont pontés par des groupes des tétraèdres SO4. Et dans ce cas, eh bien, le sodium peut occuper 3 sites cristallographiques qui sont dénotés par sodium 1, sodium 2 et sodium 3 sur cette image. Si on regarde les courbes électrochimiques de ce matériau, eh bien, effectivement, en passant au polyanion qui est le sulfate, eh bien, on a augmenté le potentiel redox, ce qui n'est pas une surprise pour vous maintenant, car on a bien traité l'effet inductif, on a montré l'importance de cet effet inductif. Et ce qui est intéressant ici, quand même ici, c'est que vous voyez que la première charge eh bien, est différente des charges suivantes. Ce qui veut dire, j'anticipe, qu'il va y avoir des problèmes au niveau structuraux avec des réactions ou des mécanismes qui ne seront pas totalement reversibles. Par contre, une fois de plus, avec un tel matériau, en raison d'une conductivité ionique qui est relativement élevée, de 10-7 Siemens par centimètre, eh bien, on peut avoir là aussi des tenues ou des performances en puissance relativement importantes, jusqu'à des régimes de 20C, c'est-à-dire des temps de décharge en 3 minutes. Et ça, sans utiliser des méthodes d'enrobage comme on avait fait dans le cas des carbones. Alors bien sûr, qu'est-ce qui se passe au niveau de cette charge? Eh bien, pour savoir ce qui se passe, on va aller regarder du point de vue structural par des mesures d'in situ, et on va s'apercevoir que lorsqu'on va charger ce matériau, vous avez ici tout simplement des spectres ou des diffractogrammes qui ont été collectés à ces différentes positions, qui ont été traités, et dans lesquels on a pu finalement déterminer quelle était l'occupation des sites Na1, Na2 et Na3. Et on s'aperçoit que finalement, ce qui se passe lors de la première charge, c'est qu'il y a une migration du fer dans un site du sodium, qui est le site sodium 1, comme indiqué ici. Et ensuite, c'est un procédé qui est irréversible. Une fois que ce fer a migré, il restera là, et ensuite on a tout simplement une évolution réversible des taux d'occupation du sodium dans ces différents sites. Alors voilà ce qu'a été ce matériau. Alors, vous avez vu dans les cours précédents, et je vais directement raccourcir fortement, bien sûr, comme chaque fois, vous avez un nouveau matériau, et l'originalité, s'il y en a une des chimistes, c'est tout simplement de faire les mêmes matériaux avec le cobalt, avec le manganèse, avec le nickel, et ensuite, eh bien, on ne sait pas quoi faire, d'où on fait des solutions mixtes. Donc voilà cette démarche qui a été faite. Je ne vais pas directement montrer ce qui en est sorti, mais il y a une sortie qu'effectivement, on trouve, comme escompté, des potentiels redox relativement élevés. Cependant, les capacités, je dirais, sont très faibles, aux alentours de 40 à 50 mA par gramme. D'où, effectivement, cette voie de ce fluorosulfate de fer qui était intéressante, eh bien, n'a pas été poursuivie. Tout d'abord, en raison d'une densité énergie qui n'était pas bouleversante, si je peux dire, mais surtout, et n'oubliez pas que les sulfates sont des matériaux qui sont très sensibles à l'humidité et qui vont demander des conditions de manutention relativement importantes. D'où c'est la raison pour laquelle ce matériau, je dirais, a fait des études poussées pendant 4 ou 5 ans et a été abandonné. Alors la question, c'est quel matériau pour ces batteries sodium-ion au niveau des polyons ioniques? Eh bien, la tendance, ou l'évolution, a été vers une phase 1 fluorophosphate de vanadium, qui est la phase Na3V2PO4 fois F3, que je vais appeler maintenant NVPF. Alors pourquoi cette phase? Bon, tout d'abord, parce que je vous ai montré quels étaient les défauts des sulfates de fer avec un bon potentiel, mais des capacités relativement faibles dues à la masse du polyanion sulfate et la sensibilité à l'eau. Je vous ai montré que le phosphate de vanadium par lui-même eh bien, avait des avantages, je dirais, conséquents, mais avec des capacités relativement faibles, une densité d'énergie en raison de ce potentiel qui ne concurrence pas du tout le LFP. D'où la question était quel matériau et comment trouver des potentiels plus élevés. Et là, une fois de plus, on va jouer sur l'effet inductif et on va tout simplement remplacer ou apporter un élément qui va augmenter à ce compte-là l'ionicité de la liaison métal-oxygène, c'est-à-dire qui va augmenter le potentiel. Et cet élément, bien sûr, c'est le fluor. Et là, on va obtenir, ou on va regarder la phase, qui est la phase Na3, V2PO4 fois F3. Cette phase, eh bien, elle a une structure, comme indiqué ici, dans une maille tétragonale, qu'on verra qu'on peut également indexer dans une maille orthorhombique, avec, dans ce cas, des bipoctaèdres de formule V2O8F3, qui, une fois de plus, forment des chaînes qui sont pontées par des tétraèdres PO4 avec différents sites pour le sodium, notamment sodium 1 et sodium 2, dont l'occupation, là aussi, va être relativement problématique. Son empreinte électrochimique,
eh bien, est tracé ici, où je trace le potentiel en fonction de la composition X. Et vous apercevez que dans ce cas, effectivement, les potentiels sont nettement plus élevés, puisqu'on a deux plateaux d'égale amplitude à 3,7 volts et à 4,2 volts. Et on va voir finalement comment on va pouvoir jouer sur ces plateaux, d'en faire un produit utile. Mais avant d'en faire un produit utile, voyons quelle est la synthèse de ce composé. Une fois de plus, dans la synthèse des matériaux d'électrode, eh bien, on peut avoir toutes les synthèses. Un matériau d'électrode est trouvé et tous les scientifiques vont tenter des méthodes par solution, par céramique, par spray, et ainsi de suite. On retrouve toujours le même manège. Aujourd'hui, je vais justement illustrer simplement 3 des synthèses qui sont relativement intéressantes, qui ont été utilisées, dont certaines sont à l'état industriel. La première, synthèse par solution, où, dans ce cas, eh bien, vous allez mélanger un phosphate de monoammonium avec du B2O5, NaF et de l'acide tannique, dans ce cas, l'acide tannique, une fois de plus, va jouer un rôle de chélatant, mais surtout de source de carbone pour faire l'enrobage par la suite. Ensuite, vous faites des traitements à des températures de 350 degrés sous des atmosphères réductrices, car dans ce cas, eh bien, vous voulez maintenir le vanadium en état d'oxydation relativement faible, et on peut obtenir des particules qui sont enrobées de carbone, comme indiqué ici. Une autre méthode de synthèse, qui est nettement plus rapide, qui a été développée par des techniques de SPS, où dans ce cas, on va mélanger les composés, un VPO4 qu'on aura obtenu auparavant par une réaction de carboréduction, dont je vous montrerai par la suite comment elle se fait, avec ensuite le mélange de ces deux composés que vous pressez en pastille, et vous utilisez SPS en prenant l'avantage à la fois eh bien, de montée rapide en température et en pression pour pouvoir obtenir des phases relativement pures avec des performances correctes en 45 minutes plutôt que 24 heures ou autres dans d'autres techniques. Et enfin, une phase qui a été fortement développée et qui est suivie, où, dans ce cas, eh bien, on va partir tout simplement du B2O5 avec, là aussi, du phosphate de monoammonium qu'on va broyer pour obtenir ce mélange qui, ensuite, tout simplement, en présence de carbone, va nous conduire à la phase PPO4 par une réaction de carboréduction, qui est une réaction qui est fortement utilisée dans le domaine de la métallurgie. Ensuite, eh bien, ce VPO4 va être remélangé avec du fluorure de sodium en présence de carbone pour produire ce composé Na3V2PO4 2 fois F3 qui peut être coté ou pas. Alors, un point important concernant la synthèse de ces matériaux, c'est qu'il est très difficile de l'obtenir pur à 100%. On a souvent contaminé par des phases de type NaPO3 3 fois, voire NaV2O5. Donc je dirais que c'est l'inconvénient. L'avantage, eh c'est qu'on peut laver ce matériau à l'eau et se défaire de ces impuretés, et c'est ce qui se fait de nos jours pour avoir des matériaux relativement purs. Si on regarde ces phases, eh bien, je crois que je vous l'ai montré, on a cette activité à haut potentiel, avec notamment ces deux plateaux à 3,7 et 4,2 volts. Mais là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une activité à bas potentiel. C'est-à-dire que si on part en réduction, eh bien, on peut obtenir, comme vous pouvez le voir ici, un potentiel, une activité électrochimique aux alentours de 1 volt ou à peu près. Et on va revenir sur ce point, car on va jouer sur cette phase comme une astuce pour améliorer les performances de ce type de matériaux. Alors là aussi, important de savoir quelles vont être les performances en puissance de ce matériau, d'où la question, c'est de mesurer les conductivités ioniques et électroniques de ce composé. Cela a été fait, et ici vous avez tout simplement les données qui ont été rapportées lorsque vous tracez ici sigma t, le produit de la température par la conductivité, en fonction de 1 sur t, et avec des mesures en AC ou en DC qui vous permettent directement de distinguer entre la conductivité ionique AC et la conductivité électronique DC. Et vous voyez qu'en ce cas, on est guère meilleur pour le ionique que pour l'électronique, on est aux alentours de 10 puissance moins 10 Siemens par centimètre. D'où par conséquent, ce composé, comme on avait vu, le lithium fer phosphate, ne marchera qu'avec des coatings de carbone. Mais si on met des coatings de carbone, et là c'est les premières manips qui avaient été réalisées il y a de cela 10 ans, où il n'y a pas un coating de carbone, mais il y avait tout simplement une électrode qui était faite avec quand même 27% de carbone, ce qui n'est pas génial au niveau de densité d'énergie. Et notez ici que la quantité, le loading, était relativement faible. Mais cela a été une première démonstration que ces matériaux pouvaient effectivement bien conduire à des performances en puissance intéressantes. Donc sur la base de ces résultats, eh bien, effectivement, l'idée d'assembler des cellules complètes est venue,
Et ça a été tout simplement d'associer cette phase NVPF avec du carbone. Et lorsque ces manips ont été faites, eh bien effectivement, on s'aperçoit qu'on a une courbe électrochimique relativement intéressante, qui s'étend sur un taux de 1,5 volts, avec un potentiel moyen de 3,6 volts. Cependant, vous avez ici une difficulté, c'est-à-dire que si vous regardez la courbe de charge et de décharge, vous apercevez ici une très large irréversibilité. Cette large irréversibilité, eh bien, je dirais, ce n'est pas une surprise, on y est habitué. En ayant travaillé sur le lithium-ion, on sait que c'est associé à la SEI et à la décomposition de l'électrolyte et autres. D'où par conséquent, l'idée, eh bien, c'était tout simplement comment on peut compenser pour cette irréversibilité. D'où, pour compenser pour cette irréversibilité, il faut que vous ajoutez un réservoir de sodium quelque part dans la structure. Et l'astuce a été, rappelez-vous de la phase dont je vous ai mentionné à 1 volt, on peut dans ce cas préparer des composés de forme Na3 plus X. D'où par conséquent, l'astuce a été eh bien, de développer une synthèse pour préparer des phases sodiées, comme indiqué ici. Et cela s'est fait, je dirais, comme une surprise un peu générale, c'est qu'on a mélangé dans ce cas du NVPF avec du sodium métallique. Et on a broyé. Et qu'est-ce qu'on a aperçu? C'est qu'on faisait une composite parfaitement, je dirais, dissociée, comme indiqué ici. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y a une réactivité importante de la phase NVPF avec le sodium, ce qui fait que vous faites directement un composé, et lorsque vous broyez, vous n'allez pas directement avoir l'effet lubrifiant du sodium, mais plutôt l'effet de broyage de la phase qui s'est formée. Et effectuant cela, eh bien, effectivement, on a pu synthétiser cette nouvelle phase, Na4V2PO4 fois F3, qui contient 4 sodium, alors qu'électrochimiquement, je vous avais montré qu'on pouvait en mettre que 0,203. Pourquoi? Parce qu'il y a une limitation cinétique relativement importante. La structure de cette phase, eh bien, elle est, comme vous pouvez le voir ici, indiquée ici. Dans ce cas, ça a été fité avec une maille orthorhombique avec le groupe d'espace indiqué ici. La pureté, ou du moins, je dirais, la composition de cette phase, elle est mentionnée. On a pu, par des mesures IDX, déterminer exactement la composition de ce matériau qui est bien sodium 4, V3PO4, F2, 3. D'où, par conséquent, ayant cela, eh bien, quel est l'avantage d'une cellule sodium-ion complète? Voilà finalement une cellule dans laquelle on va étudier classique NVP en fonction du carbone. Vous voyez ici la courbe de charge avec cette irréversibilité. Et ensuite, vous allez tourner aux alentours de 80 à 90 mAh par gramme. Si maintenant on applique l'astuce de la phase avec un réservoir de sodium, vous voyez qu'en ce cas, ce réservoir de sodium va tout simplement être utilisé pour compenser la SEI qui se forme. Et ensuite, vous allez cycler sur la capacité relativement totale et on peut obtenir aux alentours de 110 mAh par gramme, qui est pas loin de la capacité totale de ce matériau. D'où cette astuce permet directement d'améliorer de 10 à 15% la densité d'énergie, ou la capacité, excusez-moi, de ce composé. D'où ça, c'est un peu ce qu'on peut faire. Ensuite, une question qui se pose lorsqu'on regarde ce composé, eh bien, c'est qu'on a Na3V2 PO4 2 fois F3, et je vous ai montré qu'électrochimiquement, eh bien, tout le monde s'accordait à sortir 2 sodiums de ce composé et prétendait qu'il était impossible de sortir un 3e sodium. Mais des calculs d'IFT avaient justifié cette croyance. D'où par conséquent, eh bien, on a essayé de voir est-ce que cela était réellement vrai ou pas. Pour ce faire, ce fut relativement simple. On a monté des cellules, je dirais demi-cellules, dans lesquelles on a tout simplement augmenté le potentiel de charge ou le delta X de charge. Et vous pouvez voir si je prends d'ici, c'est-à-dire que je vais charger jusqu'à 2,25, 2,75 et ainsi de suite. Et de façon étrange, je m'aperçois que je peux directement sortir du sodium à haut potentiel. Par contre, peu importe la quantité de sodium que je vais sortir, si je sors 3 sodiums, je n'en remets que 2. Si je sors 2 sodiums, je n'en remets que 2. D'où là, la question qui se pose, c'est de savoir où est-ce que va ce 3e sodium. Eh bien, ce 3e sodium, il va tout simplement, comme indiqué ici, dans le plateau de redox qui est à 1,2 volts. Et vous voyez ici que finalement, vous pouvez tracer ou matcher l'amplitude de delta X en oxydation autour de 4,8 volts avec l'amplitude du plateau que vous allez retrouver tout simplement en réduction. D'où, grâce à cela, eh bien, on peut, dans ce cas, eh bien, obtenir, je dirais, des matériaux avec une plus grasse densité d'énergie.
Alors, ce n'est pas génial, puisqu'on va directement récupérer de la capacité à bas potentiel, qui, en termes de densité d'énergie, eh bien, ne va pas tout simplement apporter des choses quand même faramineuses. Mais on peut ainsi obtenir, eh bien, comme on peut le voir ici, des augmentations, je dirais, considérables en termes de densité d'énergie sur ce matériau. Alors maintenant, la question, c'est finalement, que se passe-t-il? Et pourquoi on a, si je peux dire, ce transvasement du potentiel à 4,8 volts à 1,6 volts? L'explication qu'il y a, qui peut-être pas des plus, qui a été vérifiée plus ou moins, c'est finalement qu'il y a une inversion d'occupation des sites du sodium en fonction du potentiel. C'est-à-dire qu'on a deux sites de sodium, on va les appeler A et B, et bien on va sortir le sodium du site A, et ensuite du site B, et ensuite on va re-remplir A avant le cycle B, ce qui fait qu'on a tout simplement ce changement. Alors pour regarder tout ça, eh bien on peut faire des études plus fondamentales et plus profondes et regarder par des mesures in situ de rayons X couplées à des expériences synchrotrons, où on va maintenant eh bien, décrire cette courbe électrochimique et montrer qu'effectivement on peut avoir la structure de ces composés. D'où on va partir avec la phase qui est indiquée ici, c'est-à-dire la phase de départ, la pristine, qui est indexée dans cette groupe d'espace indiqué ici. Ensuite, on peut sortir un sodium, voire deux sodiums, eh bien on tombe exactement sur la phase qui a été rapportée à la littérature. Et effectivement, lorsqu'on sort le troisième sodium, eh bien on a une phase, je dirais, un nouveau polymorphe, une phase totalement dissociée, qui a tout simplement la symétrie tétraédrique. Et ensuite, eh bien, rappelez-vous, regardez les courbes en décharge, elles ne sont plus les mêmes qu'en charge. Mais tout cela vient tout simplement du fait eh bien, que l'on a dans ce cas eh bien, un désordre d'occupation totale sur les sites du sodium, que ce soit sur le composé indiqué ici ou même sur la phase finale, où on ne retrouve plus directement la structure du matériau au départ. C'est-à-dire qu'on passe d'une structure ordonnée à une structure désordonnée. Et c'est intéressant, car je vous ai mentionné, lorsque je vous ai montré les mesures de conductivité ionique, qu'on avait un changement de phase à 130 degrés dans ce composé, ordonné, désordonné, eh bien, on retrouve, ou on est capable finalement de créer ce désordre par des mesures électrochimiques à température ambiante. D'où, là aussi, on peut obtenir un nouveau polymorphe et qui est analogue à celui de la phase haute température. Alors ce composé eh bien, est intéressant, mais également, lorsque vous faites la synthèse, eh bien, il faut faire attention quand même qu'il n'y ait pas, je dirais, de la contamination par l'oxygène. Car beaucoup de minéraux bien, comportent des échanges oxygène-fluor et on a souvent des oxyfluorophosphates. Eh bien, effectivement, c'est ce qui se passe dans ce composé où des chercheurs ont essayé de voir s'il n'y avait pas d'autres composés en dehors des phases pures NVPF. Et vous avez ici des méthodes de synthèse dans lesquelles différents groupes ont tenté de préparer des solutions solides entre la phase F3 et la phase O2F. Cela se fait par des réactions à l'état solide, dans lesquelles maintenant on va utiliser deux précurseurs, de vanadium plus 3 et de vanadium plus 5, le VPO4 qui est tout simplement préparé par carboréduction, comme je vous ai mentionné auparavant, et tout simplement V5OP4 qui va être dans ce cas, je dirais, obtenu à partir de réaction d'oxydation. On va mélanger cet ensemble et on va ajuster bien sûr la quantité pour déterminer le taux de vanadium plus 3 et le taux de vanadium plus 5 pour obtenir ces phases Na3, V2, PO4, 2 fois F3 moins Y, OY, que vous verrez souvent noté dans la littérature avec VO2. Et effectivement, il existe une solution solide entre directement la phase F3 et la phase O2F. Et là aussi, c'est des mesures qui ont été rapportées par plusieurs groupes pour montrer qu'il y a une solution solide, avec cependant des subtilités au niveau de la structure qui peut être une fois de plus indexée en tétraédrique ou orthorhombique, comme mentionné ici. Quels sont les comportements de ces phases maintenant, de ces oxyfluorophosphates, excusez-moi. Eh bien, vous avez ici la courbe électrochimique. Alors là aussi, je vous trace la charge en pointillé, et ensuite la décharge, dans laquelle on va jusqu'à des potentiels de 1 volt. Et vous voyez que maintenant, eh bien, cette activité électrochimique est beaucoup plus prononcée que dans le cas du NVPF classique. Alors les structures eh bien, ne changent pas grandement. On passe une fois de plus un changement de symétrie au groupe d'espace entre la phase, le groupe d'espace I et le groupe d'espace A.
Et le fait qu'on puisse tout simplement, dans ce cas, eh bien, insérer plus facilement le quatrième sodium provient tout simplement de la structure locale montrée ici, dans laquelle maintenant, en remplaçant le fluor par l'oxygène, je vais changer mon écrantage avec les vanadiums et par conséquent, j'aurai beaucoup moins de répulsion sur mes sodiums et je pourrai les insérer à l'intérieur. Donc voilà, si vous voulez, ce que c'est cette phase, ou ce que sont ces phases, ces oxyfluorophosphates. Alors on peut regarder toute la solution solide, et vous avez ici les propriétés électrochimiques de cette solution solide, en partant du bas, la phase sans oxygène, avec un oxygène, 1,5 et 2. Il y a plusieurs remarques que l'on peut faire. Tout d'abord, regardez l'anomalie ou l'escalier qui est bien prononcé pour la phase F3, eh bien, plus ou moins disparaît dans le cas de votre phase. Ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, on va avoir un désordre. Et effectivement, si on regarde d'un point de vue structural, on s'aperçoit qu'on a des solutions solides nettement plus prononcées dans ce cas. On peut également noter ici que là, se compare également de ces fameux bioctaèdres dans lesquels vous avez ici le fluor et le fluor, ils vont remplacer par l'oxygène. Et bien dans ce cas, on va tout simplement avoir également un abaissement du potentiel dû à l'augmentation de la covalence du couplement vanadyle-VO. Et on a aux alentours de 150 mV de diminution de potentiel. D'où on s'aperçoit qu'en ces composés, on peut retirer 2 sodium, quel que soit X, on diminue le potentiel redox, et également, on a, au contraire de NPPF, eh bien, une solution solide. Et vous allez voir que dans le cas de NPPF, si on regarde la structure ou le diagramme de phase des composés au sodium à température ambiante dans ce composé, mais je vais dire c'est un cauchemar. Alors c'est intéressant parce que c'est des travaux qui, au départ de ce composé, avaient été publiés comme quoi, finalement, NPPF est une solution solide. Eh bien, par des mesures, je dirais, sophistiquées, au synchrotron et ainsi de suite, voilà tout simplement toute l'activité qu'il y a dans un tel matériau au niveau des phases. Il y a pas moins de 4 ou 5 phases bien définies dans ce composé Na3, V2, PO4, F2, F3. Et vous avez ici tout simplement la caractéristique de ces différentes phases avec une solution solide dans le domaine indiqué ici entre 1,3 et 1,8. Alors la question qui se pose, c'est finalement quel est l'état d'oxydation du vanadium dans de tels composés. Si on prend les oxydes, bon là c'est relativement simple, on part d'un vanadium plus 4, on va à un vanadium plus 5. Dans ce cas, eh bien, avec F3, vous partez d'un vanadium plus 3. D'où, pour apporter une réponse à cela, eh bien, on va tout simplement faire des mesures de XAS au seuil K du vanadium. Et ce que l'on s'aperçoit, en regardant les spectres XAS, avec notamment le pic principal, qui va shifter vers des plus hautes énergies, ce qui est en accord avec le changement d'état d'oxydation du vanadium, et on voit que le pré-pic est fortement modifié, indiquant la présence de distorsion lorsque vous allez tout simplement retirer du sodium de ce composé. D'où on peut voir qu'on a déduit les états d'oxydation ici, vanadium 3, vanadium 3, vanadium 3, vanadium 4 et vanadium 3, vanadium 5. Et ce qui est vraiment intéressant de ce composé, eh bien, ce qui est assez rare, je dirais, c'est qu'on a une réaction de dismutation du vanadium plus 4. C'est-à-dire qu'on a 2 vanadium plus 4 qui va vous donner du vanadium plus 3 et du vanadium plus 5, comme indiqué ici. Et c'est l'information que l'on peut obtenir tout simplement par des mesures de XAS, comme indiqué ici. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se passe au niveau de ce composé NVPF. Ensuite, bien sûr, il y a eu encore des substitutions pour tenter de modifier les potentiels, tenter d'aller sortir au 3e sodium. Et une substitution, j'en mentionnerai qu'une, ça a été une substitution par l'aluminium, où dans ce cas, eh bien, des phases ont été substituées en remplaçant une partie du vanadium par l'aluminium, et on a les courbes électrochimiques indiquées ici. D'où l'aluminium étant un élément, bien sûr, électrochimiquement inactif, eh bien, cette substitution va conduire tout simplement à une diminution de la capacité, mais il permet d'obtenir un plateau, si je peux dire, ou une intercalation mieux définie à bas potentiel. Donc voilà, si vous voulez, à peu près toute l'histoire de ces composés NVPF. Pour conclure, finalement, lequel des composés est le meilleur parmi les NVPF ou les oxyfluorophosphates et ainsi de suite, eh bien, je vous présente ce tableau ici, dans lequel, finalement, une quantité de papier et de nombreux composés ont été identifiés, les densités d'énergie ont été mesurées, et il se trouve effectivement que c'est
Na3, V2, PO4 2 fois F3, c'est-à-dire ce NVPF, qui présente la densité d'énergie la plus élevée. D'où c'est la raison pour laquelle eh bien, ce matériau, comme vous savez aujourd'hui, eh fait l'objet d'une industrialisation au niveau d'une compagnie française qui est Tiamat. Et vous avez ici des comportements électrochimiques qui sont à température ambiante ou à 55 degrés, avec des performances à puissance qui sont, je dirais, relativement intéressantes, puisque, en termes de puissance, cette technologie peut être plus performante que le lithium-ion. Alors effectivement, c'est une technologie qui est intéressante, une bonne durée de vie, une puissance qui est excellente, mais par contre, eh bien, il y a encore des défauts ou des faiblesses, notamment la capacité spécifique, elle est limitée. On est à 120 Wh par kilo, alors que théoriquement, le lithium-ion est aux alentours de 200 actuellement. Et, bien sûr, le vanadium n'est pas idéal. D'où la question, c'est finalement, quels sont les autres matériaux qu'on pourrait utiliser dans ce type de sodium-ion. Et c'est cela que je vais tout simplement aborder une dernière classe de matériaux, certes relativement importante de nos jours, car ils font l'objet de grandes études, qui vont être les bleus de Prusse. Et je vais vous montrer finalement où est-ce qu'on en est au niveau des bleus de Prusse et quelles sont les recherches qui se font. Au niveau structural, car je pense que c'est un composé qui est certainement le plus complexe au niveau structural, et je vais essayer d'éclaircir un peu la raison de cette complexité. Alors tout d'abord, ce bleu de Prusse, ou ces bleus de Prusse, n'ont rien de bien nouveau, c'est certainement un des matériaux les plus anciens qui nous est connu au niveau électrochimie, puisqu'ils ont été découverts dans les années 1700. Ils sont utilisés comme des peintures, comme en Allemagne, comme on dénomine la couleur, et ont été utilisés pour de nombreuses applications. Alors, applications en électrocatalyse, applications en électrochromisme, et surtout, même pour du fondamental, dans le domaine du magnétisme. Parce que ces matériaux, ce n'est rien d'autre que des composés de coordination, et rien de plus beau que ces matériaux pour comprendre ce qu'est le champ cristallin dans le magnétisme, et ainsi de suite. Et beaucoup de chercheurs, de physiciens, se sont intéressés à ces matériaux. Alors on va regarder ces matériaux plutôt d'un point de vue électrochimiste, pour regarder si on peut utiliser ça comme matériau d'électrode, et voir qu'est-ce qu'il faut vraiment comprendre dans ces matériaux. Eh bien, ce qu'il faut vraiment comprendre, je pense, c'est la structure. Alors la structure, a priori, d'où la structure. Bon, a priori, ce n'est pas une structure compliquée, c'est cubi espace centré, Fm3m, une structure, je dirais, double pérovskite, dans lequel eh bien, on va avoir, dans ce cas, du fer et des groupements CN. Et ces groupements CN sont intéressants parce que pour ceux qui ont fait de la chimie de coordination, c'est des ligands relativement forts, et ainsi de suite. Et vous allez avoir directement des métaux 3D qui vont être soit connectés au carbone, dans ce cas ils seront low spin ou bas spin, soit connectés à l'azote, ils seront haut spin. Tout ça, c'est une information importante. Ensuite, eh bien, dans ce matériau, mis à part eh bien, ces sites redox, il va y avoir, de la part de la stoichiométrie ici, vous voyez que si je fais la stoichiométrie, il me manque 25%, j'ai des lacunes en FCN de 25%. J'ai 4, j'ai 3. Donc j'ai 25% de lacunes FCN. Et ça, eh bien, ça va être un cauchemar. Parce que ces lacunes, elles vont tout simplement aller à l'intérieur, je le représente ici, au centre de ce cube, et elles vont être occupées par des molécules d'eau. C'est-à-dire que vous allez avoir la lacune, vous allez avoir 4 molécules d'eau qui vont directement aller se loger. Et c'est ce que j'ai appelé l'eau de coordination, qui va être très difficile à enlever. Ensuite, eh bien, vous avez tout simplement de l'eau interstitielle, ou l'eau zéolitique qu'on appelle, qui va directement aller, en ce cas, occuper les sites alcalins du sodium. Il va être en concurrence avec le sodium. D'où, par conséquent, en dehors de ça, vous allez avoir également l'eau absorbée, ce qui fait un problème relativement complexe. Sinon, voilà la structure indiquée ici. Vous voyez très bien ici l'eau, regardez, l'eau de coordination. Vous avez la lacune de FECN, l'eau de coordination, avec les eaux interstitielles ici. D'où, par conséquent, eh bien, il va falloir jouer, comprendre avec ça, et faire en sorte de faire des matériaux dans lesquels on ait un taux contrôlé de ces différents défauts. Alors ensuite, on parle beaucoup de bleus de Prusse, mais je vais vous dire qu'il n'y a pas que des bleus de Prusse. Il y a des blancs de Prusse, il y a des verts de Prusse, il y a des jaunes de Prusse. Tout ça, ça va dépendre tout simplement bien, de la nature de l'alcalin, de la nature tout simplement du métal de transition et tout simplement des réactions d'oxydation que vous pouvez engendrer. Si par exemple je prends le bleu de Prusse
et je fais une réduction, eh bien, je peux obtenir directement le vert de Prusse, puis ainsi de suite. D'où, là aussi, faites attention, lorsqu'on dit bleu de Prusse, il y a beaucoup d'autres composés derrière tout cela. Alors maintenant, revenons-en un peu à cette histoire d'eau. Alors, si je prends ma structure classique, comme je l'ai mentionné, c'est une structure cubique, indiquée ici, bon, qui contient bien une quantité, je dirais, assez considérable d'eau, et ainsi de suite. Et la question va être directement comment, finalement, ajuster cette quantité d'eau. Alors, si maintenant, eh bien, j'augmente mon taux d'alcalin et je diminue ma quantité d'eau interstitielle, eh bien, ma structure va évoluer de cubique à monoclinique. Okay? Et si je continue à faire cela, et si je peux maintenant sortir mon eau de coordination, eh bien, je peux tout simplement aller dans une structure de type rhomboédrique. Alors, tout cela se fait eh bien, avec une augmentation du taux d'alcalin. D'où c'est réellement ce que l'on veut dans ces matériaux, car n'oubliez pas qu'à la fin, on veut faire une batterie sodium-ion. D'où il nous faut une réserve de sodium dans ce composé. Et c'est la raison pour laquelle on voudra avoir des taux d'alcalin relativement importants. Alors ensuite, lorsque vous faites la recherche là-dessus, je dirais que c'est relativement facile de distinguer entre ces différentes phases, puisque vous avez ici les diagrammes de diffraction X que je vous montre, à voir en regardant directement quelles sont les différences entre le passage de la monoclinique à la cubique et finalement ici le passage de la phase rhomboédrique à la phase directement cubique. D'où, maintenant, eh bien, la question c'est comment on va pouvoir ajuster ou contrôler cette quantité d'eau dans ces matériaux. Alors on va pouvoir bien sûr jouer sur la taille des particules pour jouer sur la quantité d'eau absorbée. Ensuite, si je regarde directement la perte de masse en fonction de la température, eh bien, vous voyez que c'est l'eau absorbée qui n'est pas une surprise, qui va être perdue en premier, l'eau interstitielle et finalement l'eau de coordination. D'où, en fonction de la température, et c'est ce qui se fera, vous verrez dans les synthèses, eh bien, on va pouvoir directement se placer dans différents domaines. Ensuite, eh bien, il faudra introduire plus d'alcalin, car plus d'alcalin, n'oubliez pas, les alcalins vont rentrer en compétition avec mon eau interstitielle, qui se trouve dans les sites 8C de ma structure. Et enfin, si on peut, réduire la quantité de lacunes. Donc c'est un peu finalement les tâches qu'on va avoir à faire. Et ces tâches, eh bien, on va pouvoir les faire au niveau de la synthèse, en ajustant les conditions de synthèse, en augmentation des taux de sodium dans les solutions, et surtout, eh bien, on va tout simplement voir comment on peut contrôler la cinétique de précipitation. Et on va voir ça dans différents exemples de synthèse. Alors, cette famille de bleu de Prusse, eh bien, je dirais, elle est colossale. Il y a différents types de bleu de Prusse que l'on va pouvoir classifier selon finalement l'activité des métaux 3D qu'ils contiennent. Et ici, mais je fais cette classification dans laquelle eh bien, je vais avoir tous ces bleus de Prusse dans lesquels je n'aurai qu'un centre redox. Donc ma courbe électrochimique, eh bien, elle va directement avoir un seul pic anodique et cathodique avec mes plateaux pour charge et décharge. Ou alors je vais avoir des composés eh bien, dans lesquels je vais avoir deux centres redox, dans lesquels, dans ce cas, eh bien, je vais avoir tout simplement deux activités électrochimiques avec des courbes de charge ou décharge en palier, mais vous verrez qu'on peut avoir aussi des courbes de décharge avec un seul plateau, avec deux couples redox. Et bien sûr, d'un point de vue utilisation, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tout simplement les bleus de Prusse avec un centre redox, pour la bonne et simple raison, c'est que leur capacité est limitée à 60-70 mA par gramme, mais plutôt vers les systèmes à deux couples redox, eh bien, dans lesquels on est aux alentours de 100 à 70 mA par gramme. Donc voilà, si vous voulez, à peu près un peu les généralités que je voulais vous raconter sur les bleus de Prusse pour introduire ensuite cela comme matériau d'électrode. Donc comme vous pouvez voir, la structure est relativement importante. Alors, une fois de plus, et pour ne pas changer dans les cours, eh bien c'est toujours pareil, c'est John Godinoff, une fois de plus, qui a introduit pour la première fois les bleus de Prusse comme matériau d'électrode dans les batteries lithium, voire même sodium, et ainsi de suite. Alors ces premiers travaux, bien sûr, comme chaque fois, ne sont pas révolutionnaires. Par contre, le concept et l'idée, c'est lui qui l'apporte. Là, c'est la synthèse qu'ils ont utilisée. Alors une synthèse, ça va être classique, hein, dissolution, reprécipitation, et on va essayer de recontrôler cette précipitation. Donc là, vous prenez directement du ferrocyanure de potassium, que vous allez mélanger avec des sels de manganèse, cuivre, et ainsi de suite, que vous allez ensuite passer aux ultrasons, précipiter,
filtré, nettoyé et chauffé. Et dans ce cas, dans son premier papier d'ailleurs, il a préparé toute une série de bleus de Prusse avec les différents éléments, manganèse, fer, cobalt, nickel, etc. Les structures, automatiquement, comme il ne faisait pas tellement attention au séchage, sous vide, ainsi de suite, il a toujours obtenu la structure cubique, sauf dans le cas de la phase zinc, où pour cela il y a une structure hexagonale, mais là je n'ai pas compris pourquoi elle était hexagonale, mais peu importe. Voilà directement ce qui a été obtenu. Alors les propriétés électrochimiques de ces matériaux qu'il avait synthétisés, ils sont tous répertoriés ici, dans lequel, vous voyez, il y a plusieurs d'abord commentaires. Tout d'abord, les capacités mesurées sont presque un peu ridicules, c'est-à-dire moins de 80 ou 70, ainsi de suite, ce n'est pas le but. Ensuite, par contre, ce que vous voyez ici, c'est que la charge, elle est considérable par rapport à la décharge. Ça veut dire que quand ces matériaux, vous avez encore de l'eau, vous avez encore de la décomposition au niveau des électrolytes, et ainsi de suite. Et enfin, automatiquement, l'efficacité coulombique est relativement faible. D'où, voilà à peu près les premiers travaux qu'il y a eu. Et ça, je dirais, ces papiers ont été finalement ces papiers ont déclenché toute l'activité ou l'engouement qu'il y a aujourd'hui sur ces bleus de Prusse pour les technologies sodium-ion. Alors, un papier intéressant que j'ai choisi pour faire montrer finalement quelle est l'importance de ce contrôle de l'eau sur les propriétés électrochimiques. Alors, dans ce cas, la synthèse est un peu plus sophistiquée, si je dois dire, dans lequel les chercheurs ont évolué dans un mélange eau-alcool, en utilisant toujours pareil des ferrocyanures de sodium, NaCl et du chlorure de manganèse, mélangés, précipités, nettoyés, séchage. Ils ont fait deux sortes de séchage, à l'air à 100 degrés C et un séchage sous vide à 100 degrés C, mais pendant 30 heures. Les courbes électrochimiques de ces matériaux sont indiquées ici. Vous voyez qu'effectivement, ce qui n'est pas une surprise, c'est que sécher sous air ou sous vide est différent et sous vide est beaucoup plus efficace. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quelle est la corrélation entre ces deux méthodes de synthèse et la courbe électrochimique. Eh bien, si vous séchez directement à l'air, vous obtenez la structure monoclinique, indiquée ici, avec deux plateaux. Et lorsque vous cyclez ça à 0,1 C, et une capacité de 120 à 125 mA par gramme. En revanche, si maintenant vous cyclez sous vide, eh bien vous obtenez directement, dans ce cas, une phase déshydratée de structure rhomboédrique, et, comme vous pouvez voir ici, vous n'avez plus qu'un plateau. La question, c'est bien sûr pourquoi on n'a plus qu'un plateau. Mais on n'a plus qu'un plateau parce qu'en ce cas, vous avez l'activité, d'ailleurs comme ici, du manganèse et du fer. Et n'oubliez pas que ce manganèse et ce fer sont reliés d'un côté à, dans ce cas, le manganèse est relié à l'azote qui est du haut spin, et le fer est relié au carbone qui est du bas spin. Et ensuite, c'est-à-dire que le redox dans ce système est associé directement aux orbitales liantes sigma dans le cas de manganèse azote, alors qu'il est associé aux orbitales pi dans le cas du fer carbone. Ce qui fait que, dans ce cas, lorsqu'on passe en structure rhomboédrique, on a une modification de ces liaisons, ou une rotation des liaisons CN, qui font en sorte que les deux potentiels du fer et du manganèse arrivent à peu près au même potentiel, et vous n'avez qu'un plateau lors de la charge ou la décharge. D'où ces matériaux, ils peuvent être une fois de plus cyclés. Vous avez ici les performances de cette phase dont la formule est indiquée ici, en cyclage, avec, dans ce cas, des capacités de 140 mAh par gramme, comme indiqué ici. Ensuite, ces chercheurs ont également fait des batteries complètes sodium-ion utilisant le bleu de Prusse. Vous avez ici directement la cellule complète et les demi-cellules, avec une capacité quand même de 50 mAh par gramme pour ce matériau, avec votre électrode de carbone, et vous obtenez une cellule complète de 105 mAh par gramme. D'où voilà, si vous voulez, comment, par le chauffage, on peut arriver à ajuster ou à contrôler ce taux d'eau interstitielle par rapport à l'eau de coordination. Alors, un autre moyen de faire cela, c'est d'ajuster de la synthèse et de contrôler, si je peux dire, la précipitation, ou la vitesse de précipitation, ou la cinétique de précipitation. Ici, je te rapporterai ces travaux ici qui sont relativement intéressants, dans lesquels, dans ce cas, la réaction est indiquée ici, ou, toujours pareil dans ce cas, sur des ferrocyanures de sodium,
en milieu légèrement acide, comme indiqué ici. Et par cela, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir une décomposition par l'acide du ferrocyanure en Fe2+. Ce Fe2+, à l'air, eh bien, en milieu aqueux, automatiquement, il va s'oxyder. Et il va y avoir une réaction de ce Fe2+, avec tout simplement les ions restants de ferrocyanure. Et grâce à cela, eh bien, on peut contrôler cette vitesse de réaction et on obtient tout simplement ces, je dirais, cristaux magnifiques cubiques de la phase indiquée ici. Alors c'est intéressant parce qu'on a de très beaux cristaux, mais notez quand même cette composition, je reviendrai par la suite, regardez le taux en sodium qui est relativement faible, qui est aux alentours de 0,61, je crois, si je peux lire depuis ici. Ensuite, eh bien, les chercheurs ont comparé cette méthode à une méthode beaucoup plus brutale, dans laquelle, dans ce cas, on va tout simplement mélanger des ingrédients différents. On va toujours utiliser le ferrocyanure de sodium avec, cette fois, du trichlorure de fer pour obtenir une précipitation relativement rapide. Et on va obtenir, dans ce cas, ou cette poudre, dans laquelle la composition est une fois de plus de 0,13. Bon, de nouveau, si vous avez une composition de 0,13, ça ne va pas être d'une grande utilité pour faire une batterie sodium-ion, il va falloir apporter cela. Donc c'est la raison pour laquelle, si vous regardez les courbes électrochimiques, eh bien, les chercheurs ont commencé, vous voyez, ils n'ont pas commencé en charge parce qu'il n'y a pas de sodium à sortir, ils ont commencé en décharge, et ensuite, bien sûr, lorsque vous avez une électrode de sodium, vous pouvez charger votre matériau et vous pouvez le cycler. Et effectivement, on peut le cycler, et vous avez dans ce cas les performances qui ont été comparées entre ce qu'ils appellent ce bleu de Prusse de haute qualité, en noir, et ce bleu de Prusse de bas qualité en rouge. Et vous voyez qu'en ce cas, bien sûr, ce bleu de Prusse de haute qualité, dans ce cas, eh bien, il y a, je dirais, de l'eau interstitielle qui va affecter la diffusion du sodium dans ce cas, et qui est moindre dans le cas de haute qualité, bien que je n'ai que 0,13 d'un côté et 0,63 de l'autre, d'où il y a encore de l'eau interstitielle, et vous verrez par la suite qu'on peut obtenir des matériaux avec des taux de sodium aux alentours de 2 sodium par mètre. Donc voilà, je dirais, ce travail assez intéressant. Ensuite, un autre travail qui a retenu mon attention et que je voudrais mentionner, qui est assez surprenant, peut-être surprenant parce que ça provient du groupe Stanford de Shui, dans lequel, dans ce cas, eh bien, il a préparé un bleu de Prusse, comme indiqué ici, à partir, pas de fer, mais de manganèse. Donc il est parti d'un nitrate de manganèse avec du cyanure de sodium, avec la réaction indiquée ici, pour obtenir, cette fois c'est une poudre bleutée, et obtenir cette phase, qui est une phase dont la composition est indiquée ici, sodium 1,96, Mn, CN6, avec la formule indiquée. La maille est indiquée ici, avec, notez quand même la largeur des cavités qu'il y a de 4,6 angstroms, cavités dans lesquelles peuvent se loger le sodium. Et lorsqu'on regarde la courbe électrochimique, pourquoi je vous dis que cette manip est surprenante, mais les résultats semblent être là, eh bien on voit une courbe électrochimique quand même totalement différente, avec 3 plateaux. Alors 3 plateaux, c'est-à-dire que le matériau que l'on prépare est ici, tout simplement, indiqué ici, et dans ce cas, bien sûr, les chercheurs ont déchargé. Et lorsqu'ils déchargent, eh bien, ils prétendent de réduire le manganèse plus 2 en manganèse plus 1. Bon, ça c'est un point. Et deuxième plus, c'est-à-dire que maintenant, la structure ici n'a pas 2 sodium, mais elle a 3 sodium. Donc la question, c'est où mettre ce sodium dans la structure. Et l'hypothèse qu'ils ont mentionnée, voilà la phase au départ qui est la phase monoclinique, okay, et ensuite, eh bien, voilà directement la supposition qu'ils font, c'est-à-dire ils prétendent que grâce à la taille relativement élevée des sites interstitiels pour l'eau interstitielle ou pour le sodium, eh bien, il peut y avoir directement possibilité de loger 2 sodium sans avoir trop de répulsion à l'intérieur de ce site. Et ensuite, eh bien, on peut directement recharger le matériau en suivant les courbes électrochimiques si vous partez en oxydation, et lorsqu'on part en oxydation, on sort le sodium de cette phase, et bien sûr, on va repartir dans des structures, dans ce cas, orthorhombiques et des structures cubiques, comme indiqué ici. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un matériau qui quand même montre une capacité de 200 mAh par gramme, une fois de plus, malheureusement, ce troisième sodium bien, arrive à trop bas potentiel, ce qui fait que d'un point de vue énergétique, ce n'est pas un apport considérable, mais c'est un matériau quand même qui demande, je n'ai pas vu d'autres papiers là-dessus, mais qui demande quand même d'être étudié et revisité pour savoir réellement ce qui se passe à l'intérieur de ce composé.
D'où, voilà ce qu'il y en est un peu sur ces bleus de Prusse, et je voudrais terminer avec encore quelques transparents sur maintenant de nombreux travaux, des tentatives du moins qui ont eu lieu pour préparer ce bleu de Prusse de façon éco-compatible. Alors vous allez voir, ce qu'on appelle éco-compatible, je pense que ça va être différent dans l'exposé qui suivra, mais du moins en chimie inorganique, on essaie de faire quelque chose. D'où cet matériau compatible, c'est tout simplement dans ce cas, eh bien, les chercheurs ont essayé de préparer maintenant, alors une innovation, vous voyez, on commence, on va pas faire un bleu de Prusse ternaire. C'est-à-dire que dans ce cas, on va garder le fer, et l'autre site, on va remplacer par le nickel et tout simplement le manganèse. Alors la synthèse, eh bien, toutes les étapes de la synthèse sont indiquées ici. Vous parlez directement en NaSO4. Ensuite, on va y mettre tous les ingrédients, tous les sels de manganèse et nickel, en utilisant ici le sodium oxalate. Eh bien, comme dans ce cas, on va l'utiliser une fois de plus comme agent chélatant pour orienter, pour ralentir, si je peux dire, la cinétique de la réaction. Ensuite, on va mélanger et ajouter ensuite le ferrocyanure, et pour obtenir le composé, je dirais, à 3 composants. Alors c'est une méthode, eh bien, vous avez la structure dans laquelle maintenant vous avez les différents composants indiqués ici, où les chercheurs ont montré la possibilité de faire 3 kg ou 3,5 kg de bleu de Prusse en utilisant 100 litres de solvant comme mentionné ici. Alors les performances électrochimiques, eh bien de cela, sont indiquées ici, dans laquelle vous avez directement les performances aux alentours de 0,1 C. Une fois de plus, comme les gens comparent directement les performances de ce matériau fait en grosse quantité avec des performances de matériaux classiques. Vous avez également ici des courbes de performance en puissance, où là aussi on peut voir des performances en puissance aux alentours de 100 C, je crois, qui est marqué ici, où ce matériau se comporte relativement bien en puissance, et d'ailleurs c'est un avantage de ces bleus de Prusse aussi. Ensuite, une question qui se pose lorsqu'on fait maintenant un peu du pratique, c'est qu'est-ce qui se passe dans le cas de ces matériaux, de ces batteries, si vous faites la surcharge, soit de la surcharge ou de la surdécharge. Bien, les performances de ce composé sont indiquées ici. Dans ce cas d'une surcharge, eh bien, ça a été poussé jusqu'aux alentours de 4,8 volts, et ensuite, on va jusqu'à 4,8 volts, on revient dans les conditions normales, et on regarde si on a affecté le cyclage. Et on s'aperçoit qu'en ce cas, ou du moins les auteurs prétendent, que le cyclage demeure constant et finalement que le matériau est transparent à une surcharge. La même systématique, la même approche eh bien, a été faite pour voir ce qui se fait directement eh bien, au niveau, dans ce cas, de la décharge, de la surcharge ici. Et enfin, grâce à cela, eh bien, ils ont assemblé des accumulateurs, comme vous voyez ici, des pouch cells, dans lesquels ça a été cyclé à 0,5 C. Vous voyez que les capacités de l'accumulateur ne sont pas directement extraordinaires, puisqu'on est simplement à 100 mAh par gramme. Le but était tout simplement de montrer qu'on pouvait tout simplement synthétiser à grande échelle des bleus de Prusse. Enfin, une autre méthode qui est également vendue pour être, je dirais, éco-compatible à développement des bleus de Prusse est une qui est basée sur la chimie de solution assistée par un broyage mécanique. Donc ça, c'est une synthèse dans laquelle, là aussi, on reprend encore avec les ferrocyanures de sodium, on prend les sels de manganèse de sulfate qu'on va mettre, dans ce cas, dans des conteneurs pour broyer, avec seulement 1 ml de H2O. Donc c'est là qu'on va parler directement de solutions super concentrées, et bien sûr, là, on est concerné par la quantité d'eau nécessaire. D'où, grâce à cela, ensuite, on fait un mélange où on utilise directement l'énergie apportée par le broyage mécanique, avec les conditions indiquées ici, pour obtenir des poudres qui sont une fois de plus lavées, traitées sous vide et chauffées à haute température. Alors, dans ce papier, ce qui est intéressant, c'est que les chercheurs ont fait les calculs et ils montrent finalement l'avantage de cette nouvelle méthode, qui se termine par ce composé, en termes de consommation d'eau, par rapport aux méthodes classiques de préparation des bleus de Prusse en solution à large échelle, et également en termes d'espace d'installation pour synthétiser ces bleus de Prusse. Alors là aussi, consommation d'eau, il est difficile d'aller voir dans le papier si l'eau utilisée pour les lavages et tout ça a été utilisée ou pas. Résultat, eh bien, ils montrent en plus que leur méthode, en comparant ici les points rouges
qui est la méthode à la grande échelle, avec la méthode classique et les points noirs, qu'au niveau d'impédance ou de conductivité, eh bien, définitivement, vous avez un avantage énorme à utiliser eh bien, cette méthode de synthèse. Et on voit également cet avantage qui est souligné sur les courbes en cyclage comme indiqué. Ensuite, eh bien, les performances de ces matériaux eh bien, à différentes températures ont été testées. Alors là, on est en train de regarder, je dirais, certainement le meilleur des bleus de Prusse aujourd'hui, qui est un bleu de Prusse manganèse fer. À moins 10 degrés C, on peut avoir encore 132 mA par gramme, 153 à 50 degrés, avec des performances en puissance indiquées ici. Et des cellules, une fois de plus, ont été, dans ce cas, eh bien, je dirais, montées. Et vous avez ici la forme d'une courbe électrochimique associée à une cellule sodium-ion bleu de Prusse, avec une capacité de 133 mA par gramme, et vous avez les tenues en cyclage pour 70 cycles, avec, dans ce cas, bien des capacités coulombiques, je dirais, qui sont relativement correctes. Tout ça, c'est des manips qui ont été faites. Ces manips, je peux vous assurer qu'elles sont réelles, puisqu'elles ont été reproduites dans notre laboratoire. Vous avez ici directement le même composé, préparé par une méthode différente, dans lequel vous retrouvez exactement les mêmes valeurs de 130 mA par gramme, avec des tenues en cyclage, bien sûr, qui sont encore limitées, faute de temps. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce que je voulais vous raconter sur ces bleus de Prusse. D'où tout cela m'amène finalement à conclure cet exposé, et cette série d'exposés de cette année, en faisant des comparaisons. Alors tout d'abord, je vais faire une comparaison sur l'avantage ou quelles sont les technologies sodium-ion. On a vu l'année dernière des matériaux 2D qui étaient les matériaux lamellaires, dans lesquels on avait vu tout simplement les capacités, là aussi des capacités de 200 mA par gramme, mais rappelez-vous l'an dernier, j'avais attiré votre attention que cela n'était fait en cellules sodium-ion, en cellules sodium-métal. C'est-à-dire que ces composés réagissent à l'air, potentiel 2,5, et vous n'avez pas directement ces mêmes capacités. Tout cela, je dirais, c'est un peu survendu. Ensuite, eh bien, on a vu tout simplement les composés polaires uniques. Et parmi ces composés polaires uniques, eh bien, on a vu directement, dans ce cas, eh bien, les phases Na3, V2PO4 3 fois, N3, VP4F, vous avez les courbes ici, NVPF en vert et l'autre phase ici en bleu. Dans ce cas, eh bien, automatiquement, la difficulté, c'est qu'on a du vanadium. Okay. Et enfin, eh bien, on a vu aujourd'hui les bleus de Prusse. Et dans les bleus de Prusse, vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on a également des capacités de 140 à 150. D'où la question, finalement, on s'aperçoit que parmi ces matériaux, eh bien, chacun a des figures de mérite relativement importantes, mais a des faiblesses. Si je regarde en termes de puissance, définitivement, je pense que les polaires ioniques sont les plus intéressants. Par contre, en termes d'écocompatibilité, c'est certainement les bleus de Prusse qui l'emportent, en raison du vanadium, et encore à discuter. Quant aux oxydes lamellaires, eh bien, c'est des matériaux qui seront là pour l'autonomie, mais certainement pas pour la puissance. Maintenant, si je compare la technologie sodium à la technologie lithium, eh bien là aussi, la comparaison va être vite faite en termes de capacité, en termes de densité d'énergie, puisque si vous regardez en termes de densité d'énergie, eh bien, vous voyez qu'en ce cas, vous avez ici les wattheures par kilogramme, les capacités et les potentiels. Vous voyez que les matériaux, les lamellaires, ce sont les matériaux, je dirais, dominants pour l'électrode lithium. Vous apercevez juste ici un lithium FeO4 qu'on a couvert, mais qui a des capacités ou des densités d'énergie qui sont nettement plus faibles. Par rapport, dans le cas du sodium, vous voyez que tous les matériaux sodium qu'on a vus, ils ont tous des capacités de densité d'énergie inférieures à celles du lithium-ion. D'où le message, c'est que le sodium-ion ne pourra jamais vous donner l'autonomie et la densité d'énergie du lithium-ion. Faites attention à cela. Par contre, un avantage que l'on a, et qui est illustré sur ce graphe, c'est que tout simplement, si je prends le cas des phosphates, je prends LiFePO4 qu'on a fortement traité et qui est connu pour être un matériau pouvant être utilisé en puissance, eh bien, si je compare ici avec des phases NVP, dont je vous ai mentionné qui peuvent être cyclées à des régimes sensés, vous apercevez qu'en ce cas, eh bien, cette sodium NVP présente des avantages sur LFP. Et enfin, la phase NVPF, ici, dans laquelle vous avez des cellules qui ont été, les cellules commerciales Tiamat, ont des performances qui sont supérieures à la meilleure batterie à ion lithium qui est la Toshiba SIIB. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'il y a au niveau de ces technologies si je les compare. Alors bien sûr, la question c'est qu'est-ce qu'on peut attendre dans le futur du sodium-ion?
Eh bien, dans le futur, je vais réutiliser une slide qui a été utilisée par Satya dans le passé, dans lequel, eh bien, dans ce cas, on s'aperçoit finalement que la technologie sodium-ion est relativement jeune, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années d'expérience, et automatiquement, eh bien, on a appris énormément de toutes, je dirais, les connaissances qui ont eu lieu pour les chimies au lithium, tant au niveau des SEI, au niveau des matériaux, au niveau des électrolytes, que finalement, on a pu plus rapidement développer cette technologie. Cette technologie, eh bien, elle est partagée, je dirais, entre 3 écoles aujourd'hui, chacune associée à des industries. Vous avez la technologie lamellaire, qui est une technologie qui est poussée par Faradion et surtout par une compagnie chinoise, INA, qui est en train ou qui a directement annoncé la commercialisation de la première voiture électrique à batterie sodium-ion. Vous avez ensuite les technologies de NVPF qui est développée par Tiamat, dont l'avantage est la puissance, mais la faiblesse et la complexité de la synthèse est le vanadium. Et enfin, vous avez la technologie Bleu de Prusse, qui est développée par Altris et surtout par la compagnie chinoise CATL, qui a annoncé la commercialisation de masse de la technologie sodium-ion basée sur le Bleu de Prusse. Pour continuer, eh bien, à quoi s'attendre sur cette technologie sodium-ion? Eh bien, ici, vous avez quelques chiffres, je dirais, or qui ne viennent pas de moi, quantité d'une étude qui est indiquée ici en bas, dans laquelle, au niveau de la croissance, eh bien, l'ampleur du marché serait multipliée par un facteur 2 ou 3 dans les prochains 8 ans. Les acteurs clés, eh bien, je vous les ai mentionnés ici, vous retrouvez Faradium, vous retrouvez Tiamat, vous les retrouvez tous. Les analyses par les différents continents ou les différents pays au monde qui utilisent exactement le sodium. Vous avez ici l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, ainsi de suite. Et enfin, quelles sont les applications? Les applications aujourd'hui, c'est surtout, je dirais, l'automobile, la transportation et également les outils de puissance. Avec bien sûr une diversification vers ce qu'on appelle les applications réseau. Donc voilà à peu près conclure sur le sodium-ion. Alors ensuite, conclure sur les 2 ans de cours. Eh bien, j'espère que je vous ai instruit, en toute modestie, sur tous les matériaux d'électrode qui existent et qui ont été utilisés dans les batteries lithium-ion ou sodium-ion. On a couvert l'an dernier l'électrode négative et tous les composés lamellaires, les sulfures, mais surtout les oxydes lamellaires. Les oxydes lamellaires avec les phases NMC, les riches NMC, les lithium rich, ainsi de suite. Cette année, en 2023, on s'est focalisé sur les polyanioniques, LFeO4, NVPF, spinel et tout dernièrement les bleus de Prusse. D'où ça terminera mon cours cette année et la question qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine. L'année prochaine, les gars, c'est ce que vous allez avoir. La batterie tout solide entre idéal et pragmatisme. D'où c'est le cours que je traiterai l'année prochaine pour vous montrer finalement que le Graal de la batterie tout solide, eh bien, il est en train de se dérober à nous et on est obligé de faire des compromis. Et c'est ces compromis que je vous rapporterai l'année prochaine. Voilà, et je vous remercie infiniment.